Radio, l'IFE. C'est Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Koumanouye. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans le monde. Événement qui rentrait la caille. Bienvenue dans le magazine événement sur Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Magazine événement toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ça qui a passé sous scène internationale. Une série spéciale interview pendant été avec une partie automne, interview sur des grandes questions de l'actualité, je dis comment la presse dans le pays, la France, couvrit la guerre qu'a faite en Gaza, côté Israël, a bombardé Palestiniens sans arrêter. En pile image a circulé sous conflit à travers réseaux sociaux et impression qu'on monde gagnait, c'est que pas gagné plusieurs points de vue dans débat. Tandis que les médias français ont senti que cause palestinienne disparaît net. En même temps, analystes fait quoi que politique la France sous question ça sont politiques qui en faveur Israël net, particulièrement depuis le Nicolas Sarkozy était président la France. Pourtant, opinion publique française, c'est pas l'orientation ça lié d'après même observation qui fait yo. Alors, comment la presse dans le pays la France couvrit conflit Israël-Palestine et au-delà de couverture ça, lui-même qui perspective qui gagnait pour évolution conflit. C'est des questions qui posaient pour la société française, mais qui adressaient tout, dans une certaine mesure, au monde entier. Et c'est Alain Grèche, journaliste, fondateur et directeur Orient 21. Nous songez, nous t'es contre l'île, c'est ancien rédacteur en chef Le Monde diplomatique. Lui a fait une conversation avec Pascal Boniface, l'IRIS, Institut de Relations Internationales Stratégiques. Bonjour Alain. Bonjour Pascal. Tu étais très longtemps rédacteur en chef du Monde diplomatique. Tu diriges maintenant la revue Orient 21, qui est une revue en ligne. Et tu viens de publier ce livre, Palestine, un peuple qui ne veut pas mourir. Il y a beaucoup de Palestiniens qui meurent en ce moment, mais en tant que peuple, la Palestine ne veut pas mourir. Alors, peut-être déjà, Alain, tu as fait ce bouquin, ça fait quand même des années, pour ne pas dire des décennies, que tu travailles sur ce sujet. On peut dire quand même que tu as une connaissance assez importante de ce sujet. Tu ne me démentiras pas, du moins les gens te le reconnaissent. On te voit pas beaucoup dans les médias, tu n'interviens pas beaucoup. C'est toi qui refuses, ton statut d'intellectuel ne te permet pas d'aller devant des milliers de grands publics. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Je ne suis pas invité, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, depuis le 7 octobre, j'ai eu 2 courses d'intervention à France Info,
rien à France Inter, rien à France Culture, je ne parle même pas des télévisions, aucune des émissions politiques qui ont parlé de la Palestine. C'est une censure politique. Et je trouve que ce qui est grave, c'est pas... Moi, je défends un point de vue, je veux dire, il est informé, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais c'est au moins une manière de voir les choses. Et que le service public refuse en fait le pluralisme, refuse qu'il y ait un certain nombre de points de vue, parce que, il faut dire pourquoi, c'est que moi je pense que le service public a une vraie responsabilité dans, je dirais pas directement dans le génocide, c'est pas eux qui l'ont fait, mais ils ont créé une atmosphère qui permet de justifier le soutien de la France à une politique génocidaire. Et il a fallu 3 ou 4 mois, disons, comme je dis, au bout de 15 000 Palestiniens tués, c'était un peu trop. Et à ce moment, on a commencé à avoir un changement de ton dans les médias, mais avec 2 éléments qui me semblent importants. Un, c'est qu'il n'y a aucune autocritique sur tous les mensonges qui ont été racontés pendant... Les bébés dans le four. Les bébés dans le four, les 40 bébés décapités, etc., etc. Et qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est une question humanitaire. C'est-à-dire, oui, c'est pas bien, il y a des enfants qui meurent. Et finalement, les images qu'on voit depuis le premier jour, c'est parce qu'elles sont filmées, comme dit l'avocat irlandaise qui a défendu l'Afrique du Sud à la Cour internationale de justice. C'est la première fois dans l'histoire qu'on a un génocide filmé en direct par ses victimes qui appellent au secours et on ne répond pas. Donc, on avait tout ça, quoi. Et on a tout ça pas tellement sur les médias, c'est plutôt sur les réseaux sociaux. Oui. Non, mais les images, on pouvait trouver. Oui, je veux dire, d'accord. Personne, je n'ai pas vu de grandes protestations sur le fait que les journalistes sont interdits d'aller à Gaza. C'est une décision israélienne. On dirait qu'il y a des risques, mais c'est les journalistes qui ont décidé s'ils peuvent prendre le risque, leur rédaction, etc. Mais là, c'est interdit. C'est interdit, évidemment, parce qu'ils ne veulent pas qu'on monte des images. Et l'autre aspect, c'est qu'il y a des journalistes en Palestine. Par exemple, le journal Orient 21, on a depuis 3 mois un correspondant qui est un Palestinien, qui nous envoie 3 fois par semaine des chroniques de la vie quotidienne à Rafah, sous les bombes, etc. Et pourquoi les médias français ne l'ont pas fait ? Parce qu'il y a un a priori, c'est-à-dire en gros, quand un franco-israélien parle de Tel Aviv et dit quelque chose, c'est la vérité, et quand c'est un Palestinien qui dit, forcément c'est un mensonge, il faut vérifier, est-ce que vous êtes vraiment sûr ? Il est du Hamas nécessairement. Et du Hamas. L'autre jour, il y a, je ne sais plus quelle rédactrice en chef au Point qui dit journaliste palestinien, c'est contradictoire, journalisme palestinien. Mais enfin, c'est un niveau de racisme, je veux dire, qui est... Oui, les journalistes palestiniens, ça n'existe pas. Voilà. C'est ça. Il y en a une qui a été assassinée par l'armée israélienne il y a peu de temps. Il y a 106 journalistes On ne sait pas vraiment, parce qu'on ne connaît pas le chiffre, mais enfin, il y a plus de 100 journalistes. Je crois qu'il n'y a pas eu de conflit depuis la Seconde Guerre mondiale où il y a eu autant de journalistes tués. Je ne crois pas. Mais donc, comment expliquer, c'est que ce que tu dis n'est pas audible par les médias, tu sens le souffre, tu viens apporter une parole qui est considérée comme étant trop proche des Palestiniens ou trop proche. Oui. Parce que quand tu connais bien les journalistes, est-ce que des fois tu dis avec eux, là en fait, pourquoi vous m'invitez pas ou pourquoi votre rédaction ne m'invite pas ? Qu'est-ce qu'ils te disent ? Écoutez, moi d'abord, j'ai pas tellement de relations personnelles avec des journalistes, mais je crois que c'est clair, c'est-à-dire que le problème c'est pas forcément ce que tu dis, c'est le récit que tu fais. À partir du moment où tu refuses le récit, Hamas, c'est une organisation terroriste, point final, et à partir de là, on peut discuter. Tu es suspect d'être sympathisant, non seulement des Palestiniens, mais il y a aussi une autre dimension, la dimension islamique. C'est-à-dire que moi, je pense qu'une des raisons de la politique française et de son tournant de plus en plus pro-israélien, c'est que la direction française, les élites, une partie des journalistes pensent que nous sommes dans une guerre de civilisation contre, alors on va dire le terrorisme islamique, l'islamisme, mais en fait contre les musulmans. Et donc ça, c'est effectivement c'est un discours qu'ils sont absolument incapables d'écouter. En gros, vous êtes un islamo-gauchiste, vous êtes des complices des terroristes. Alors que tu es juif, par ailleurs. Oui, mais donc, je veux dire, c'est-à-dire, effectivement, c'est-à-dire, par rapport à un certain nombre de gens qui sont accusés d'être antisémitisme, je dirais, j'ai une grande force parce que moi, ça me fait rien. Mais il y a des gens réellement, moi j'ai été frappé autour de moi, des gens qui ont été accusés d'antisémitisme.
c'est très difficile à supporter parce qu'il n'y a rien de plus grave en France. Je peux en parler en connaissance de cause. Oui, je sais. Moi, franchement, ça m'atteint pas. Mais voilà, c'est l'idée de tenir. Et puis l'idée de tenir un discours qui est un discours, c'est-à-dire à la fois on nous dit ne tenez pas un discours communautaire, etc. Et quand vous tenez un discours en disant parfois je dis je ne sais pas d'être pro-palestinien ou anti-palestinien, c'est pour le droit international. C'est la France qui a voté depuis 50 ans toutes les résolutions sur le droit à l'autodétermination des Palestiniens, sur la nécessité des 2 États, etc. Et c'est elle et on soutient un gouvernement qui dit ouvertement, d'ailleurs, c'est pas qu'il s'en cache, il dit il veut pas d'État palestinien. Et nous on dit non, il faut négocier avec eux. Il faut négocier avec Netanyahou, mais il faut pas négocier avec le Hamas, c'est quand même un peu étrange. Ça fait quand même des années que tu travailles sur ce sujet. Bon, on peut dire qu'il y a toujours eu un tropisme plus favorable à Israël dans la presse. Quand De Gaulle rompt avec Israël en 67, la presse ne soutient pas De Gaulle. De Gaulle est critiqué par la presse, mais il le fait néanmoins. Ouais. Alors, c'est intéressant de voir parce que c'est aussi ça permet de répondre à un certain nombre de questions sur le lobby, le poids du lobby, etc. En 67, en fait, il y a 2 forces contre la politique israélienne. C'est le Parti communiste qui est à l'époque une vraie force et De Gaulle. Mais De Gaulle va impulser une politique qui va être prise successivement par tous les chefs d'État, y compris celui qui fera le plus de gestes, c'est Valéry Giscard d'Estaing qui va ouvrir le bureau de l'OLP en 74, entraîner l'Europe pour la déclaration de Venise et la reconnaissance du droit à l'autodétermination des Palestiniens en disant il faut négocier avec l'OLP qu'à l'époque Israël et les États-Unis définissent comme terroriste. Bon, donc il va y avoir cette impulsion et il va y avoir un changement de l'opinion, y compris des médias. Moi je l'ai vécu parce que j'étais partie prenante, mais dans les années 80, sous l'impulsion du travail de solidarité avec les Palestiniens, le siège de Beyrouth en 82, la première intifada, on a senti réellement un changement dans les médias. C'est-à-dire, malgré tout le poids des lobbies et tout, c'est quand même la presse était devenue un peu plus ouverte. Et puis, je pense que ça a basculé. Il n'y a pas, on ne peut pas dire une date, mais en gros, autour de l'arrivée de Nicolas Sarkozy à la présidence et de le début de tous les discours sur la guerre contre le terrorisme. Il faut rappeler que ce discours, il est forgé par Netanyahou lui-même. Par Sharon aussi, en 2001. Oui. Nous avons notre Ben Laden, il s'appelle Arafat. Mais théoriquement, il y a un livre qui est sorti, qui est dirigé par Netanyahou, qui s'appelle « How the West can win », comment l'Occident peut gagner. À l'époque, il faut lutter contre le terrorisme, mais le terrorisme, c'est l'Union soviétique. Et puis 10 ans après, ils vont changer, c'est dire il faut lutter contre le terrorisme, c'est les islamistes, c'est l'Iran, c'est l'Irak, ça dépendait des moments. Et ce discours qui, dans un premier temps, est refusé parce que c'est un discours primaire et qui nous entraîne dans une guerre sans fin, parce que comme on ne sait pas ce que c'est le terrorisme, on est dans l'idée qu'on lutte contre le mal, quoi. Mais petit à petit, c'est ce qui va s'imposer comme discours. Et Netanyahou, dans l'intervention qu'il fait à TF1, dit nous défendons la civilisation judéo-chrétienne. Moi, je ne sais pas ce que c'est franchement la civilisation judéo-chrétienne. Comme je dis, les Juifs qui ont été persécutés depuis des siècles sur ce continent doivent se retourner dans leur tombe. Mais c'est de nous engager dans une guerre de civilisation. Et je pense que ce qui a changé, c'est qu'avant, on voyait, disons dans les années 70 et 80, le gouvernement français n'était pas anti-israélien, il n'était pas anti-occidental, il n'était pas anti-américain, mais il voyait le conflit comme un conflit d'occupation. Il y a un peuple occupé, il faut qu'il ait ses droits, il faut qu'Israël ait la paix et la sécurité, mais aujourd'hui, on ne le lit plus comme ça. On le lit comme un des fronts de la guerre contre le terrorisme. Et si on est dans cette guerre mondiale contre le terrorisme, oui, Israël est notre allié. Ou on peut dire que aussi les destructions qui sont en train d'être commises, les morts de civils, nourrissent autant le terrorisme qu'ils ne le combattent. Oui, mais si tu veux, ce qui me gêne dans le terrorisme, c'est pas une idéologie. C'est comme je dis parfois, je connais pas d'organisation qui fait du tu vois, il y a des organisations communistes, socialistes, nazis, mais des organisations terroristes. Alors, moi, je préfère le crime de guerre et crime contre l'humanité parce que c'est défini en droit international, alors que le terrorisme. Mais ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Tant que le peuple palestinien sera sous occupation, il y aura des formes d'action violente. Le moment où l'OLP a renoncé au terrorisme, c'est quand on a ouvert des perspectives politiques et diplomatiques, et c'est la France qui a joué un rôle majeur là-dedans. Aujourd'hui, on ferme toutes les portes. On dit...
des fois, les gens me disent qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre? Et moi, je leur réponds, mais qu'est-ce qui s'est passé le 6? Est-ce qu'on était à la veille de la levée du blocus de Gaza? Est-ce qu'on était à la veille de la création d'un État palestinien? Est-ce qu'on pense que c'est normal qu'on puisse rester 50 ans sous l'occupation, à tel point que, d'ailleurs, comme vous savez, la Cour internationale de justice doit se prononcer pour savoir si on peut encore parler d'occupation avec la politique israélienne. Donc voilà, on est dans une situation où l'oppression engendre la violence. Et si on me dit le terrorisme, c'est de tuer des civils, ce que je veux bien accepter, le Hamas a commis effectivement des crimes de guerre, mais à ce moment, Israël a commis à un niveau industriel ce que Hamas fait à un niveau artisanal. Alors, quelles sont les perspectives aujourd'hui? On n'en voit pas beaucoup, parce que finalement, Netanyahou il est un peu critiqué par certains Européens, par les États-Unis, mais en fait, on ne voit pas de réelle pression, ni des États-Unis, ni des Européens sur lui. Oui, et d'abord, il faut dire que Netanyahou est critiqué en Israël, mais qu'il y a un consensus essentiel en Israël de 90% de la population juive en faveur de la guerre sur Gaza. Je veux dire, les sondages d'opinion disent que 80% des Israéliens sont pour qu'on affame les gens de Gaza. Et Lapid et Gantz, qui sont des soi-disant opposition, ils expliquent qu'il faut raser Gaza, qu'il faut l'occuper, etc. Donc, il y a une situation difficile parce que, bon, c'est un peu trop tôt de dire quelles vont être les conséquences, mais le 7 octobre, c'est un choc énorme pour la société israélienne. C'est-à-dire, on le sent, tous les gens qui ont des contacts là, oui, c'est un traumatisme. C'est un traumatisme parce qu'il y a eu des crimes, mais c'est aussi un traumatisme parce que donc, ça ébranle totalement l'idée qu'Israël est un foyer, un refuge de sécurité. C'est-à-dire, depuis 50 ans, 60 ans, 70 ans, Israël dit nous construisons un refuge pour les Juifs du monde et nous assurons la sécurité. Et nous l'assurons comment? Pas par la négociation, par la force. Or, en fait, c'est ça qui est en train d'être cassé. Est-ce que ça peut amener une partie de l'opinion israélienne à évoluer, à se dire, bon, peut-être qu'il y a d'autres solutions? Pour l'instant, ils ont plutôt évolué faire plus de sécurité. Non, c'est sûr, mais bon. Sur le long terme. On est sur le très court terme, là. Je veux dire, c'est très difficile. On se rend compte que, par exemple, aujourd'hui, malgré tout, la majorité de la population israélienne est pour un accord pour libérer les otages, qui n'est pas la position c'est d'arrêter des combats et de libérer les otages. Mais c'est vrai que ça va être très difficile à reconstruire et que bon, le fossé qui s'est créé entre enfin, pas qui s'est créé, mais qui s'est élargi à cette occasion entre les Palestiniens et les Israéliens, il va être très difficile parce que, pour une raison simple, c'est-à-dire, moi je dis toujours, c'est-à-dire, à moins d'un génocide d'un côté ou de l'autre, je veux dire, au sens d'élimination, il y a sur le territoire historique de la Palestine, en gros, 15 millions c'est-à-dire celui qui est aujourd'hui Israël, la Cisjordanie et Gaza, en gros 15 millions de personnes, 7 millions et demi de Juifs israéliens, 7 millions et demi de Palestiniens. Je veux dire, il faudra bien trouver c'est-à-dire, ou bien on est dans une guerre permanente, c'est la situation dans laquelle Israël est, mais ou bien on essaye de trouver une solution, mais qui tient compte de ces deux populations, du droit, et du fait qu'Israël doit accepter que les droits qu'il s'accorde, ils doivent les donner aux gens avec qui il négocie. Mais pourquoi le ferait-il? Parce que finalement, si on regarde la situation, l'occupation, ça se passait bien, il y avait des protestations, mais bon, là, effectivement, il y a des images choquantes. Mais imaginons qu'il y ait un cessez-le-feu, qu'on libère les otages, Israël libère quelques prisonniers. On peut recommencer comme avant, finalement. Ah, tout à fait, tout à fait. Israël, enfin, bon, aucune puissance dominatrice ou coloniale n'a cédé par bonne volonté. C'est la France, elle a cédé en Algérie parce qu'elle avait gagné militairement, mais c'était insupportable d'avoir 1 million d'hommes sur place. Les Américains ont cédé au Vietnam pour des raisons militaires. Là, comme tu dis, tu as raison, c'est-à-dire depuis 10 ans, je dirais, Israël a le beurre et l'argent du beurre. Ils ont l'occupation que la plupart des Israéliens ne voient même pas. Il y a des routes de contournement, etc. Et ils ont la reconnaissance de la communauté internationale et des Européens et des Occidentaux. C'est ça qui est en train de bouger. C'est-à-dire, moi, je pense réellement qu'il y a un choc dans les pays européens on a vu un certain nombre d'entre eux qui commencent à prendre des mesures de rétorsion. L'Union européenne, pour la première fois, parle de suspendre l'accord d'association. C'est seulement ces pressions, moi je suis convaincu qu'elles ne sont pas suffisantes
à entraîner la paix, mais il faut quelque part que les Israéliens se disent, est-ce qu'on est prêt à payer le prix de cette occupation ? Israël peut très bien vivre comme un État un peu paria, extrêmement impopulaire, mais ils ont l'arme nucléaire, ils ont une défense, ils vont établir des relations avec les États-Unis. En fait, ils peuvent dire on continue comme avant. Est-ce que tu vois un nouveau Rabin prendre le même parcours, de dire l'intérêt à long terme, parce que Rabin a fait la paix, non pas pour les Palestiniens, il l'a fait pour les Israéliens. Donc est-ce que tu vois un nouveau Rabin dire l'intérêt à long terme d'Israël, c'est de faire la paix ? Pour l'instant, ils sont plus à dire... Non, tout à fait. Mais il faut qu'ils payent. C'est pour ça que j'ai dit il faut des sanctions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne pense pas qu'Israël bougera sans des sanctions. Alors, il y a quand même un mouvement dans ce qu'on appelle le Sud global, alors avec des engagements très différents, puis il y a une attitude des pays arabes qui est assez critiquable, mais on voit quand même plusieurs pays latino-américains qui ont rompu leurs relations, on voit les manifestations, mais il y a aussi le fait que ça doit se traduire en termes concrets pour les Israéliens. C'est-à-dire qu'on dit souvent il n'y a que les Américains qui ont... qui peuvent faire pression. L'Europe peut faire pression. Nous sommes le premier partenaire commercial. Par les accords d'association. Par les accords d'association. Mais les pays européens, l'Allemagne ne va jamais bouger. Non, mais bon, ça, jamais, je ne sais pas. On dit en politique, oui. jamais dire. Non, enfin, disons qu'on n'est pas prêt de bouger, en tous les cas. Mais ça peut être pris au niveau bilatéral. Ça peut être pris au niveau bilatéral. Je donne toujours un exemple que m'a donné un ami qui a été un ami israélo-américano-juif qui était dans les négociations d'Oslo. Il m'a dit, mais l'Europe devrait prendre une mesure. En Cisjordanie, il y a 700-800 000 colons. Ils vivent à côté des Palestiniens. Les Palestiniens, pour venir en Europe, ont besoin d'un visa. Vous imposez un visa à tous les colons. C'est-à-dire où on fait payer concrètement aux Israéliens le fait qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc, bon, alors on en est loin encore, mais quand même, là, il y a quelque chose d'important qui se passe. Et la mobilisation de la jeunesse dans le monde occidental est aussi quelque chose de tout à fait remarquable. Et à l'inverse, on voit qu'il y a dans les grandes formations politiques, alors il y a la France insoumise qu'on accuse de vouloir draguer l'électorat musulman. On ne demande jamais pourquoi un parti qui prend les positions pro-israéliennes le fait. Mais par contre, là, on accuse donc ceux qui prennent un positionnement plus pro-palestinien de le faire pour des raisons électorales. Et en fait, quand tu vois le paysage, l'extrême droite est maintenant très pro-israélienne, alors qu'ils ont quand même des racines antisémites profondes. Et la droite traditionnelle, les républicains, sont le MoDem un peu moins, mais les républicains sont devenus très pro-israéliens. Donc le parti qui est l'héritier de De Gaulle. Il y a vraiment un vrai tournant de la politique, en général de la France et des gaullistes, qui est quand même d'autant plus surprenant qu'il n'a jamais été débattu. Personne n'a demandé à Ciotti, vous dites que vous êtes l'héritier du général de Gaulle, comment vous pouvez demander qu'on transfère l'ambassade de France à Jérusalem ? Et l'autre aspect, effectivement, c'est aujourd'hui la poussée des forces d'extrême droite, qui sont en Europe des forces avec des racines antisémites très fortes. Et non seulement ne posent pas problème pour Israël, mais ils soutiennent Israël plus que toute autre force politique. Et en même temps, le gouvernement Netanyahou a des relations avec eux. Comme il y a eu un article dans Haaretz, le journal de centre-gauche israélien, disant ils veulent rendre cachère les antisémites. C'est-à-dire, en fait, ce que j'écris dans le livre, d'ailleurs, il y a les bons et les mauvais antisémites. Les bons antisémites, c'est ceux qui sont pro-israéliens. Si vous êtes pro-israélien, vous pouvez nier l'Holocauste, etc. Ça n'a aucune importance, ça va passer par... Donc en fait, on dit toujours que l'antisémitisme et l'antisémitisme, c'est la même chose. En fait, il y a des gens qui sont sionistes et antisémites. Oui, mais c'est pas nouveau. J'avais travaillé sur l'histoire des relations franco-israélo-palestiniennes. En 67, Xavier Vallat, qui est l'ancien commissaire aux affaires juives, qui a une responsabilité dans les déportations, fait un éditorial, je ne sais plus si c'est Rivara ou Présent, c'est mes raisons d'être sioniste. Alors il y avait deux raisons, et aujourd'hui c'est un peu la même chose. Il y a on va se débarrasser des Juifs, ils ont qu'à aller là-bas, c'est très bien, ils veulent faire une nation, c'est très bien, et puis ils tapent sur les Arabes. Ouais. Et aujourd'hui c'est sûr que dans la motivation des forces d'extrême droite, du Rassemblement national, etc., c'est le racisme anti-arabe, est plus fort que le racisme anti-juif. Mais ça ne veut pas dire que le racisme anti-juif a disparu. Et je trouve dommage qu'une partie de la communauté juive ne voit pas ça, que derrière ces forces d'extrême droite se profile une vraie menace et un vrai antisémitisme. Et il y a quand même, finalement, on peut dire que alors que l'image d'Israël s'est dégradée dans la population, dans la classe politique et dans les médias, ce n'est pas le cas. Il y a une sorte quand même d'un peu de contradiction,
entre ce que disent les médias et ce qui est perçu par les gens, et ce que disent les élus et ce qui est perçu par les gens? Mais je pense qu'en partie, c'est le lien que les gens font entre la question palestinienne et la question musulmane, ou la question islamique. Et que, comme depuis 15 ans, on vit avec un matraquage sur la menace séparatiste, sur les musulmans de l'intérieur, etc. Je pense que ça... moi, j'aime la formule de Daniel Schneiderman qui disait « Quand on parle des banlieues et quand on parle de Gaza, dans les chaînes d'information continue, c'est le même langage. » Et je pense que ça a poussé les gens au soutien à Israël, c'est-à-dire l'idée qu'ils combattent les barbares, quoi. Tu dis dans le livre que quelqu'un qui revient qui accompagnait Gorbatchev dit « Mais c'est bizarre, vous n'avez aucune censure dans votre pays et tout le monde pense pareil. » Oui, c'est une anecdote que m'avait racontée un ami soviétique, mais bon, je ne sais pas si elle était vraie, mais elle était intéressante parce qu'elle dit quelque chose du système médiatique français. C'est-à-dire, c'est une délégation soviétique qui fait un tour aux États-Unis. Et on leur demande à l'issue de ça, qu'est-ce que vous en pensez? Le journaliste soviétique dit, mais c'est extraordinaire, vous n'avez pas de censure, et tout le monde pense pareil. Alors, c'est pas tout à fait le cas. Moi, je peux parler. Il y a la chaîne que tu fais, il y a Blast, il y a Le Monde Diplo, etc. Il y a des voix dissidentes, mais elles ne percent pas. Elles ne percent pas, en tous les cas, au niveau des médias officiels. Et on a l'impression qu'elles ne font pas partie du débat. Alors que si on va justement sur les réseaux sociaux, on se rend compte que pour une partie de la population, elles font vraiment partie du débat. Mais il y a comme une omerta. Et quelque part, je me dis, mais parfois, notre classe politique, elle ne le voit pas. Parce que cette classe politique, elle écoute France Inter, elle écoute LCI, elle écoute... Et finalement, elle a l'impression que c'est ça le vrai débat et qu'en dehors de ça, c'est quelques excités, alors que ça représente, je pense, une partie importante de la population. Et on a vu quand même beaucoup de gens venir justifier les bombardements de civils qui sont juste des crimes de guerre selon le droit international, sans jamais... Donc, bien sûr, l'apologie du terrorisme est condamnée, on peut juger que c'est normal et qu'il y a des lois d'ailleurs pour cela, mais il n'y a pas de sanctions contre l'apologie des crimes de guerre. Oui, alors que pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire, comme je dis, le terrorisme, pour moi, j'aime pas la formule. Oui, le Hamas a commis des crimes de guerre, mais si vous condamnez les crimes de guerre qui ont été commis par le Hamas, condamnez les crimes de guerre israéliens qui sont 30 fois plus importants. Mais ça touche une autre question qui moi, me semble importante et qu'a dit le procureur de la Cour pénale internationale quand il a demandé à la Cour d'émettre des mandats pour poursuivre Netanyahou et Gallant, le ministre de la Défense israélien. Il a dit, j'ai eu des messages d'un certain nombre de dirigeants européens qui disaient, écoutez, occupez-vous de ce qui se passe en Afrique et pas chez nous. Et il y a l'idée quand même que le droit international ne s'applique que... C'est la première fois qu'un dirigeant pro-occidental, parce que pour l'instant avec des Africains, ou Milosevic et Poutine. Là, pour la première fois, un dirigeant lié aux Occidentaux on lui demande est-ce que ça marchera, on demande son inculpation. Oui. Et c'est pour ça que je pense, je termine le livre sur Gaza, je pense que ce qui se joue à Gaza, c'est beaucoup plus important que Gaza et les Palestiniens, qui est déjà très important. C'est l'avenir du système international. C'est-à-dire, où de cette guerre va sortir l'idée qu'il y a un poids, une mesure, et que oui, nous dénonçons l'invasion russe de l'Ukraine, mais nous dénonçons ce que les Israéliens font à Gaza. Ou bien, on envoie au diable le droit international, et demain, au nom de quoi on va condamner l'intervention de la Chine contre Taïwan. Quand il y a eu l'invasion russe de l'Ukraine, ce qui était intéressant, c'est à la fois la plupart des pays l'ont condamné, vraiment peu d'exceptions, et aucun pays non occidental n'a accepté de participer à la campagne de sanctions. Et pourquoi ? Ils disaient, bon, on comprend, vous défendez vos intérêts en Europe et tout, mais ne venez pas nous dire que vous défendez le droit international, parce que vous avez envahi l'Irak, vous laissez la Palestine sous occupation, etc. Et ça, je pense que c'est... vraiment, ça dépasse Gaza, quoi. Ça dépasse... voilà. Merci Alain, je renvoie à la lecture de ton livre « Palestine, un peuple qui ne peut pas mourir », c'est aux éditions Les Liens qui libèrent. Eh bien, nous avons écouté Alain Grèche, c'est un journaliste, ancien rédacteur en chef Le Monde Diplomatique, qui a dirigé un magazine qui relait Orient 21.
Merci pour attention nous. Continuez suivre nous sur 106.1 FM, alterradio.org ak diverses plateformes internet et puis nous ka pour écouter émission ça le nou vle en podcast sous Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify, Google Podcast, Facebook ak YouTube. Koumanouye. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans le monde. Événement